dans le fort, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça ne va pas tenir. Et donc, ils envoient un message au grand maître en leur disant bon, je pense qu'on va terminer, on n'y arrivera pas plus. Et le grand maître a une drôle de façon de répondre. Vous allez voir qu'en fait, les gens, parce que des fois on parle de De Gaulle, Churchill, etc., à l'époque, les gens sont bien plus clairs. Il leur répond dites-moi combien de chevaliers je dois vous envoyer pour qu'ils meurent sur place à votre place. Voilà. Alors, en prenant ce genre de message, on sent bien quand même qu'il y a une petite pointe, hein, du genre soit tu es chevalier, soit tu n'es pas chevalier. Donc, si tu es chevalier, tu ne demandes pas à partir. Et en fait, les chevaliers sont effectivement de ce genre-là, parce qu'en fait, on se rend compte que pendant ce temps, la grande idée, c'est comment soutenir le fort de Saint-Ange. Donc, plus ça retarde du côté du fort de Saint-Elme, mieux c'est pour la grande base. Et donc, au niveau de la grande base, ce qui va se passer, vous allez voir, de Valette, c'était pas n'importe qui, c'est pour ça qu'évidemment ça s'appelle Valette maintenant, pas pour rien. Donc les Ottomans finissent par envahir le fort de Saint-Elme, mais c'est quand même relativement lamentable. Dans quel sens? C'est qu'ils ont des milliers de morts pour relativement peu de morts. Donc un énorme coup, et n'oubliez pas que les Ottomans viennent avec des canons et leur poudre de Constantinople. Ils se sont dit, la poudre, on ne va pas pouvoir en fabriquer. Donc vous avez des bateaux entiers de poudre pour pouvoir faire tout ça. Donc, ce qui fait qu'il faut bien vous remettre dans l'esprit du chevalier, et du grand maître surtout, chaque coup de canon sur le fort de Saint-Elme ne sera pas sur le fort Saint-Ange. C'est simple. Et une fois que c'est parti le canon, vous ne pouvez pas ramener le canon, en refaire un. Hein. Donc en fait, ils essayaient d'avoir des trucs préparés, mais ce n'était pas le cas. Donc quand ils vont, donc ils sont quand même, ils ont quand même la haine, on va dire ça comme ça, parce qu'ils sont vraiment pas contents d'avoir perdu autant de temps. Alors ils vont se venger. Alors ils vont se venger comment? Alors pour faire peur aux gens du fort de Saint-Ange, ils vont prendre tous les chevaliers et ils vont les clouer sur des croix qui vont faire flotter sur l'eau. Et donc les chevaliers rentrent crucifiés dans le port. Vous voyez? Vous imaginez le... Parce que ça, des fois, on oublie ce genre de choses. Alors ça des fois, les gens l'appellent civilisation. Hein. Bon, apparemment, ça doit être des spécialistes de clous et de bois, parce que sinon, je vois pas. Et en fait, quand ils rentrent comme ça dans le port, ils se disent, quand le grand maître va voir ça, il va comprendre que c'est la fin. Alors le grand maître, comme c'était pas du genre, quand même, s'effaroucher de cette façon, c'est très simple, en fait, il va prendre tous les Ottomans qu'il avait, donc il les condamne, ils sont tous décapités, et il met la tête des Turcs, il les met dans les canons, et il tire sur les bateaux. Alors quand les gens qui voulaient leur faire peur se rendent compte qu'on leur tire dessus avec les têtes des leurs, ils se disent, ces gens-là sont fous. D'accord. Et en fait, je pense que le message est passé, ce qui fait que quand ils sont arrivés sur l'autre fort, ils sont arrivés vraiment du genre, est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'eux, ils ne se rendront pas. Hein. Donc oui, ça fait un peu comme nous, on a les irréductibles gaulois, etc. Bien, là, c'était pareil. Alors, il faut quand même bien se rendre compte aussi de l'aspect de la propagande et de la guerre psychologique, hein, parce que donc maintenant, parce que je sais que ça peut vous gêner, parce que vous êtes quand même plutôt des femmes, alors je vais vous donner quelque chose un peu plus fin, hein, comment ça a été fait. Alors à un moment, les hospitaliers prennent, pas en otage, mais enfin, ils arrivent à emprisonner un ottoman un peu plus important que la moyenne, et ils se gardent bien de le tuer, celui-là. Donc ils lui font rien du tout de spécial, mais ils lui font le tour des remparts et le tour de la ville. Voilà, ils lui font en fait le guide touristique de l'époque. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Et alors, donc, lui, on lui explique, voilà, là c'est le fort ça, ici on a renforcé, là c'est... Et en fait, il sait qu'on va le libérer. Hein. Hein? Vous voyez comment ça marche. Et puis à un moment, il voit, il y a un espace vide. Alors donc, finalement, quand ils ont été sympas tout le long avec lui et qu'ils lui ont expliqué tous les endroits où ils avaient renforcé leur défense, bah, lui, il dit, bah, c'est l'espace vide là, qu'est-ce que c'est?
Ah, il dit, mais ça c'est pour vous, c'est pour vos tombes. Vous voyez? Et donc vous imaginez maintenant que celui-là, qui a suivi ce guide touristique, là, ben, il repart et il va informer les autres. Alors pourquoi je vous dis que ça, évidemment, c'est quand même un peu plus intelligent, vous comprenez bien, mais le problème, c'est que c'est ce qu'ils vont faire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont obligés de se défendre jusqu'au bout, eh bien, ils sont obligés de prévenir que nous, de toute façon, on ne partira pas. Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que chaque fort qui va être pris, ça sera simplement le précédent du suivant. Ce qui fait que pour le fort suivant, il faut tout recommencer. Alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment? Avec cette tactique-là, les chevaliers ont un immense impact sur l'ensemble de l'Europe, où les gens pensaient qu'en fait, bon, ils en feront deux bouchées, quoi. Hein. Et puis finalement, ils sont encore là. Donc là, au bout d'un moment, les autres commencent à se préparer qu'on devrait peut-être les aider. Et c'est vraiment important de comprendre ça, parce que des fois, vous savez, c'est comme nous, quand on recherche des fonds, on dit, bah, ce serait bien si on trouve de l'argent, etc. Et puis on cherche d'abord à trouver de l'argent, et après faire quelque chose. Et les chevaliers nous donnent un autre esprit, c'est qu'ils disent, il vaut mieux faire quelque chose, les gens vous voient ce que vous faites, et après ils vous donnent de l'argent. Parce que là, ça a été de l'argent aussi. Hein. Et parce qu'évidemment, il fallait, tout ça, ça a un coût colossal qu'une petite île ne pouvait pas gérer. Donc en fait, on va avoir un renfort de l'ensemble de l'Europe qui va venir, alors de temps en temps de façon plus claire, de temps en temps moins claire, quasiment de l'espionnage, mais ils vont venir renforcer localement, et finalement, on va finir par aboutir donc au siège du fort de Saint-Ange, parce que finalement, tout ça va bien se dérouler comme prévu, entre guillemets, un retard considérable ici, donc ça, après, ils vont arriver ici, ils prennent toutes les positions, un retard considérable sur le fort Saint-Michel, ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont rentrer finalement, enfin, par le bastion de Castille, et quand ils vont arriver à Birgou, juste avant donc, le fort de Saint-Ange, il y a quelque chose qui est magnifique, moi je trouve, en tout cas, et puis en plus c'est intelligent, vous allez voir, parce qu'on peut être magnifique sans être intelligent, mais on peut être intelligent des fois en étant magnifique. Au bout d'un moment, on lui explique au grand maître qu'on ne pourra pas tenir la place, donc il faut rentrer dans le fort. D'accord, il dit, bon, ben, on va rentrer dans le fort, mais le problème c'est combien peuvent rentrer dans le fort? Et alors, certains conseillers lui disent, ben, il faudrait quand même sacrifier certaines personnes, hein, et qui restent en dehors pendant que nous, on va rentrer. Et là, il prend une décision terrible, c'est qu'il dit, personne ne rentrera si tout le monde ne rentre pas. Donc ça, il faut le faire, parce qu'en fait, ils vont tenir Birgou pour justement ne pas avoir à sacrifier la population locale, entre guillemets, enfin, les gens qui ne sont pas forcément des chevaliers, en partant du principe, et c'est ça l'intelligence, évidemment, au second niveau, c'est que s'ils avaient fait ça, de toute façon, le fort aurait été condamné seul. Et évidemment, les Ottomans seraient arrivés directement dans la zone de contact, ensuite vous auriez juste une île, et là, aucun moyen de ravitaillement. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, en fait, il faut garder le bastion de Castille le plus longtemps possible, il faut renforcer les fortifications terrestres, et il va être juste au bord, et il va même être blessé, pour donner l'exemple, parce qu'il va finir par arriver, le grand maître est quand même quelqu'un d'âgé, et quand les chevaliers vont voir le grand maître venir lui aussi au niveau du fort, sur les remparts, pour défendre les positions, c'est pour ça maintenant je vous remontre le tableau du final. Voilà. Donc ça, c'est à la fin du siège. Donc c'est pareil, hein, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Hein. Vous imaginez, ça c'était certainement comme ça. Le reste peut-être. Donc là on voit de nouveau le grand maître. Et le grand maître, on voit le voir aussi dans le livre, souvent il intervient sans casque. Vous allez me dire, c'est un fou. Et parce qu'en fait, il voulait montrer aux autres qu'il était là. Parce qu'évidemment, c'était casqué pour savoir que c'était lui, etc. Essayez de vous rappeler, par exemple, l'impact du Cid. Vous voyez, le Cid, hein, le fait qu'il soit encore sur son cheval, ça va engendrer un effet considérable. Alors donc, ça, globalement, vous avez donc un siège absolument magnifique au niveau de la résistance et de la foi.
Ça va donner déjà des œuvres. Hein. Vous avez même des pièces de théâtre, par exemple, qui s'appellent La religion. Vous avez ce qu'on appelle les Européens. Tout ça va être écrit en hommage à ce siège. Et ce siège-là, en fait, ça va être la fin de la domination ottomane sur la partie occidentale. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, là, c'est fini. Ils ne vont plus être de ce côté. Donc, ils vont être, au fur et à mesure, repoussés sur la partie orientale. On va le voir par la suite, à partir de 1571. Donc à partir du moment où on a 1565, 1571, et ensuite de 1571, donc la grande bataille navale de Lepante, jusqu'à 1669, où va tomber le Candie, hein, le siège de Candie, après un record. Parce que le siège de Candie, les architectes italiens, eh bien, ils vont tenir compte de tout ce qui s'est passé précédemment. Mais comme il y a un siècle de différence, il y a un siècle sur les capacités militaires des canons, etc. Donc, si vous allez voir, et certains parmi vous sont allés à Héraclion en Crète, oui, là vous allez voir que les remparts, c'est colossal, quoi. Hein. Bon, eh bien c'est colossal parce que ça se passe en 1669. Et souvenez-vous, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était le record du monde de siège. 21 ans de siège. Alors pour rester dans une cité 21 ans, il faut quand même prévoir. Hein. Donc la partie, les articulations, les remparts, les bastions, tout ça sont faits vraiment à partir de la connaissance de ce siège. Donc si vous voulez avoir une vision plus diachronique, essayez de vous rappeler donc du siège de Rhodes de 1522, ensuite du siège de Malte de 1565, ensuite le siège de Famagouste de 1571, puis enfin le siège de Candie, donc de 1669. Ça vous donne un aspect diachronique. Pendant tout ce temps-là, on va avoir les phénomènes de Corso, ce qui fait que ça va aider énormément les Européens de terre. Alors, qu'est-ce que c'est les Européens de terre? Eh bien, c'est l'Empire austro-hongrois, parce qu'il va quand même subir 2 sièges. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est qu'à partir de 1571, comme il n'y a plus de domination maritime, ça va engendrer un effet, je vais voir si je l'ai là. Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Ça va engendrer un effet, si vous voulez, de tenaille. Alors qu'est-ce que ça veut dire tenaille? Vous prenez la Méditerranée horizontale. Eh bien c'est très simple, les Ottomans ils pourront passer que par-dessus ou par en dessous. Alors par en dessous, en fait, ça va engendrer tout le point de contact jusqu'à l'Algérie. Hein? Le Maroc ne sera jamais envahi par les Ottomans, ça va s'arrêter jusqu'en Algérie. Et de l'autre côté, en fait, dans toute cette partie en continu, la partie égyptienne, la partie de la Syrie, et puis après vous remontez. Et puis où ça va être la borne d'arrêt? Eh bien la borne d'arrêt, ça va être Vienne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez voir, par exemple, après le siège de Candie, et ensuite la libération du Péloponnèse par Morosini, eh bien on va arriver finalement au traité de Karlowitz, 1699, et ensuite le traité de Passarovitch, de 1718, et ça va un peu fixer la problématique jusqu'à arriver à un grand changement qu'on appelle le traité de Berlin de 1878. Enfin ça c'est carrément une autre conférence. Alors l'impact donc du siège de Malte, on a fêté l'année dernière les 450 ans. Hein. Si vous allez à certaines périodes de Malte, vous pouvez voir même des reconstitutions, c'est quelque chose d'important pour l'époque, mais il faut bien se rendre compte que vous prenez le français moyen, hein, français moyen local d'ici, enfin local, je veux dire temporellement local, eh bien il pouvait se demander pourquoi Malte est dans l'Union européenne à partir de 2004. Ils disaient, bon, alors la Pologne d'accord, parce que ça ils connaissaient, c'est assez gros, etc. Mais Malte, ce tout petit truc-là. Eh bien, là, vous avez en fait une explication, c'est que l'histoire de l'Europe aurait été complètement modifiée si Malte était tombée. Parce qu'en fait, à partir de Malte, ensuite, ça allait sur Sicile, Sardaigne, Corse, et plus bas, Baléares, Espagne. C'est-à-dire ça revenait en arrière. Donc après la libération de la Reconquête, ça aurait eu un sacré changement. Et en fait, le positionnement de Malte a toujours été stratégique, et vous le voyez aussi bien avec les bases américaines, avec les bases anglaises et l'intervention de Malte. Alors vous vous rappelez le drapeau de Malte?
Le drapeau de Malte a aussi, donc pour faire plaisir à Georges, il a la croix Saint-Georges, hein, qui a été donnée justement pour sa résistance par rapport au roi. Et vous pouvez vous rendre compte aussi que la croix de Malte, la fameuse croix de Malte, en fait, elle a 8 pointes. Hein. Ces 8 pointes, en fait, c'est les 8 béatitudes du Christ. Donc c'est pour vous rendre compte que c'est vraiment très ancré dans un cadre religieux. Et en fait, c'est ce cadre religieux qui a permis de tenir. Parce que des fois, on croit que c'est le contraire. La religion est un substrat de base. C'est-à-dire qu'en fait, quand il ne vous reste plus rien, il vous reste la religion. Alors qu'en fait, on considère que bon, bah, c'est sans doute parce qu'ils avaient de l'argent, etc. Mais en fait, ils sont arrivés pauvres. Et je vais vous donner l'exemple pourquoi ils sont arrivés pauvres. C'est tout simplement parce qu'ils ont subi le siège, ils sont partis avec le minimum. Et ensuite, d'ailleurs, le roi leur a demandé 2 faucons par an. Ça, pour payer Malte. Donc il faut vous rendre compte, que 2 faucons, c'est quand même vraiment pas grand-chose, mais ensuite que Malte ne valait pas grand-chose en elle-même, et que c'est vraiment l'impact des hospitaliers qui a complètement modifié l'histoire de Malte, et ce n'est pas étonnant que ça fasse partie d'un des premiers patrimoines mondiaux de l'humanité en 1980, avec l'ensemble de la ville. Hein. Donc c'est quand même... Nous, en fait, on a l'équivalent, par exemple, pour Saint-Jean, mais on ne pourrait pas revendiquer, par exemple, pour l'ensemble de Lyon, même la partie, disons, belle de Lyon, je veux dire. Je parle des quais, etc. C'est quand même énorme. Là c'est toute la ville qui est rentrée dedans. Et quand vous allez, donc c'est pas le but de la conférence, mais je vous invite quand même, quand vous allez à la cathédrale, dedans, c'est quand même autre chose qu'une simple cathédrale. Hein. Alors il faut vous rendre compte, par exemple, que tout ce qui est plancher, d'abord c'est pas du plancher, c'est des tombes. Hein. Donc c'est des tombes de chevaliers qui sont à l'intérieur. Chaque chapelle est une chapelle de langue. Chaque langue a son saint. Et vous pouvez voir en fait toute la décoration. Et évidemment, certains individus dont on a parlé ici dans le cadre du siège sont là-bas. Ils sont enterrés là-bas. Donc vous imaginez ce que ça veut dire au niveau de l'histoire de la civilisation, ce moment de résistance, et à quel point ça a été important, et à quel point, disons, ça a continué par la suite, parce qu'évidemment, les hospitaliers, donc les chevaliers de Malte, eh bien, ils vont intervenir au siège de Candie, de 1669. Et en fait, ils vont même être une des causes du siège, parce qu'en fait, à partir de 1648, ils vont travailler contre les Ottomans systématiquement dans le coin. Donc en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont en poursuite, eh bien, ils vont se retrouver à Candie, et les Ottomans, pour se venger de Candie d'avoir reçu des hospitaliers, parce que ce qui reçoit des hospitaliers avec leur croix, vous imaginez, ça veut dire que vous êtes aussi croix. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui fait qu'en fait, ça devient une cible. Et donc, en fait, ils vont intervenir. Et ils vont intervenir sur l'ensemble des sièges. Ils vont intervenir, évidemment, aussi bien dans la Sainte Alliance. Ils vont intervenir aussi par la suite à Chypre, pour vous dire qu'ils n'ont jamais oublié que leur point de vue, c'était la Terre Sainte. S'ils sont partis de la Terre Sainte, c'est qu'ils ont été forcés. Donc ils sont allés ensuite à Chypre, à Rhodes, ensuite à Malte, mais leur point de vue, c'est toujours dans cet axe-là. Alors c'est assez intéressant, je vais conclure comme ça, en vous disant que quand même cet axe-là, si vous regardez maintenant ce qu'on appelle les ZEE, les zones économiques exclusives, et vous regardez une carte de la Méditerranée, avec les zones européennes exclusives de l'ensemble des îles qui sont à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que, de façon totalement étrange, la plupart des îles de la Méditerranée sont européennes. Elles offrent une ZEE considérable, et évidemment, elles sont basées exactement sur le même axe. Malte, Crète, Rhodes, Chypre, Terre Sainte. Mais nous, on est en 2016. Donc nous, on pense qu'en fait, tout ça n'est dû que à la loi, ce qu'on appelle UNCLOS, la loi de la mer de 1982, mais de façon totalement étrange, eh bien, la loi de la mer de 1982 est complètement basée sur la stratégie déjà de l'époque, en considérant que les îles, ce sont les châteaux de la mer. Donc il faut les contrôler pour se protéger, sinon en fait vous êtes envahi de tous les côtés. Et c'est assez intéressant, parce que maintenant vous parlez entre vous souvent de ce qu'on appelle maintenant les réfugiés.
Eh bien, les réfugiés, vous allez remarquer qu'ils passent par la mer. Et vous allez de nouveau entendre parler de Pantelleria, Lampedusa, des petites îles qu'on a simplement oubliées, mais en fait qui sont très importantes parce que justement, elles sont des points d'ancrage pour sauver des situations même catastrophiques. Donc, pour vous dire, mesdames et messieurs, que le grand siège de Malte a marqué l'histoire européenne et je vous dis, hein, de façon plus claire, allez-y, c'est quand même une destination, enfin ceux qui en sont allés, vous n'avez qu'à convaincre les autres, c'est quand même dommage de partir sans y être passé. Voilà, je crois que je l'ai dit assez clairement, parce que ça fait quand même 450 ans, et qu'en fait, vous ne pouvez pas tout faire, mais il y a des choses que vous n'avez pas besoin de faire. Et puis il y a des choses que vous devriez faire, parce qu'il faut bien vous rendre compte que ce qu'on appelle maintenant l'Europe et la chrétienté doit une fière chandelle à Malte. Voilà. Donc c'est un juste retour des choses. Voilà, merci bien à tous et bonne continuation.